Ça va, vous allez bien? Bienvenue, oui. Merci, merci pour votre présence et désolé pour ce petit aléa technique. Je vais peut-être du coup refaire la présentation. Voilà, donc bienvenue dans cette toute première rencontre virtuelle du Prix du cinéma. C'est la toute première au monde. En 6 éditions, on n'en avait jamais fait. Donc voilà, vous êtes le premier à inaugurer cette longue série de rencontres virtuelles qu'il va y avoir entre les étudiants jurés. Donc, ils sont 1100 cette année à voir pour cette 7e édition, à visionner les 7 films en lice, dont le vôtre, Garçon chiffon. Et donc, c'est Arnaud Laporte, qui est producteur sur France Culture d'affaires culturelles et que vous devez tous connaître, voilà, que j'ai présenté tout à l'heure, qui va animer cette rencontre. Et juste deux choses pour les règles. Merci à tous de désactiver vos micros pour qu'il n'y ait pas d'effet parasite. Et si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, cette rencontre elle est enregistrée voilà, pour diffusion auprès de tous les autres jurés qui n'ont pas pu y assister. Là, vous êtes plus de 250, mais il reste quand même 750 autres étudiants qui n'assisteront pas à cette rencontre. On leur fera passer cette vidéo. C'est une vidéo témoin. Alors voilà, n'ayez pas peur, il y a une esthétique un peu Covid. C'est pas très grave. L'important, c'est surtout les échanges voilà, qui s'y déroulent, qui nous intéressent. Donc, cette rencontre est enregistrée. Si vous voulez pas apparaître à l'écran, sauf vous, Nicolas, et sauf vous, Arnaud, Non, merci de désactiver merci de désactiver votre webcam, vous les étudiants qui ne voulaient pas apparaître à l'écran. Voilà, je me tais parce qu'on a déjà perdu 20 minutes par ma faute. Donc, je laisse tout de suite la parole à Arnaud Laporte et à Nicolas Maury. Encore merci à vous pour votre temps et votre disponibilité auprès des étudiants. C'est moi qui vous Arnaud. et bravo pour ce prix incroyable. Le prix de la jeunesse, c'est toujours le meilleur prix. Et les étudiants, encore mieux. Quand la jeunesse est lettrée ou cultivée, c'est déjà pas mal. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être aussi nombreuses et nombreux. Alors, il y a quand même quelques messages de personnes qui aimeraient voir Nicolas en grand. Donc, Comment si... Non, non, mais c'est pas vous. Si celles et ceux qui ont les caméras activées peuvent les désactiver, comme ça permettra de bien voir Nicolas. Merci, hein. Et bien sûr, vous la rallumez ainsi que votre micro quand vous poserez des questions. Waouh, ça marche. Extraordinaire. Moi, je vois plus rien tout d'un coup, mais je vais voir Nicolas, moi aussi en grand. Dire que effectivement, c'est l'occasion pour un certain nombre d'entre vous de pouvoir vous adresser directement au cinéaste. On a l'impression d'être à la à la fin d'une projection avec une rencontre publique. Bon, mais là, c'est un peu particulier. Dire simplement aussi qu'on est très heureux que ce film puisse connaître une nouvelle sortie en salle le 19 mai parce qu'il a vécu 48 heures. Ce qui était vraiment, j'imagine, pour Nicolas extrêmement douloureux. Peut-être qu'il nous en parlera, mais pour pas juste donner la parole, j'ai prévu 4 questions, mais je ne vais pas les poser les 4, je poserai au besoin. Je vais demander à Nicolas 1, 2, 3 ou 4 pour commencer comme ça. 3. Alors, la 3. La 3, elle est sur l'éveil du printemps. Qui est un texte qui revient évidemment souvent dans le film, que j'ai pas besoin de présenter, ce qui est pratique puisque tout le monde l'a vu là. Il y avait un très beau film d'Isil Lebesco, Charline, où ce texte-là était aussi très présent. C'est une tragédie enfantine, c'est comme ça que Vetkin la nomme, l'intitule, la présente. Elle a été écrite par un jeune homme, il avait 26 ans à l'époque, en 1890. C'est une pièce qui parle de sexualité de façon très étonnante et qui a inspiré ensuite Freud, plus tard Lacan. C'est une pièce que vous avez jouée. Enfin, d'abord, elle a été censurée, hein, il faut le dire. Elle a mis 15 ans à être montée sur scène en 1906 pour la première fois. Brecht l'a beaucoup aimée aussi. Vous l'avez jouée, cette pièce, Nicolas Maury, sous la direction du merveilleux Guillaume Vincent, grand metteur en scène. En quoi elle vous a marqué, cette pièce ? Déjà, c'était pour moi, comment dire, c'était une rencontre. J'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas de personnage, mais il y avait une personne avec de l'âge. C'est ma définition peut-être la plus bêta, mais en même temps, je trouve la plus élémentaire. Un personnage, c'est une personne plus de l'âge. Et il se trouve que j'avais moi-même 27 ans.
Et j'ai rencontré Moritz Stiefel, donc ce jeune homme écrit par Wedekind, qui décide d'en finir avec la vie, et ça n'est pas grave. C'est-à-dire, c'est sérieux, mais ça n'est pas grave, dans le sens où il le fait avec décision absolument, pour lui, sensée, et presque en santé. Donc c'est très particulier parce qu'il y a là quelque chose de par-delà le bien et le mal, comme dirait l'autre. Et ce qui a été fou pour moi, véritablement, c'est que ça m'a... Je suis quelqu'un qui est coutumier de ces forêts profondes. Je les visite assez régulièrement, mes forêts profondes. Et celle-ci était écrite bien avant moi. Et puis surtout, c'était quelque chose, ce texte-là, qui effectivement a influencé beaucoup la psychanalyse après, qui était très fondateur, parce que ça parle surtout pour moi, au-delà de la sexualité, de cette quête en identité sexuelle, ça parle de l'éducation. Ce qu'en a fait plus tard finalement Michael Haneke avec Le Ruban Blanc, qui est un film majeur sur quel enfant étaient les nazis. Lui, il va plus loin encore dans le mal, on va dire. Et là, ce qui était intéressant pour moi, c'est d'incarner. Moi, je me sentais déjà adolescent, 27 ans, encore, je veux dire adolescent, dans mon art. Et ça m'a permis peut-être de passer en tant qu'interprète et acteur à un âge adulte. C'est comme si Moritz, ce suicide fictionnel, somme toute fictionnel, permettait de suicider peut-être en moi un ado un peu, voilà, avec la voix que j'avais. Et là, je jouais cette pièce à la colline, comme vous le disiez Arnaud, de Guillaume Vincent. Et c'était pour moi, ça m'a fait vraiment l'effet comme si ce texte m'avait ensemencé en tant qu'acteur de théâtre. Et pourquoi le mettre dans le film? Parce que ce film, je ne sais pas si vous l'aurez remarqué, puis après je préférais vous entendre que de parler, mais ce film a Garçon chiffon me fait la même chose pour moi, non pas comme acteur, mais comme cinéaste, primo-cinéaste. C'est-à-dire qu'il m'ensemence, je me suis donné la possibilité de de construire en la détruisant une persona que je veux laisser de côté. Et du coup, L'éveil du printemps raconte aussi, puisque l'axe discret pour moi de mon film est le suicide du père, le suicide que contient la jalousie. La jalousie est une forme de suicide de l'amour, enfin, qui provient de l'amour ou qui va vers l'amour. Est-ce encore de l'amour? En tout cas, c'est une forme de suicide. Et puis aussi le suicide peut-être de cet enfant triste qu'on a été. Voilà. Belle longue réponse. Oui. Non, mais merci parce qu'on est là pour vous écouter, on est là pour vous poser des questions. Alors, pour poser les questions, plusieurs façons de le faire, hein. Adrien le disait, la plus simple, ça va être quand même de l'écrire dans l'espace des messages, et puis sinon, la prendre directement en ouvrant votre caméra et en levant la main. On vous donnera la parole. Peut-être qu'ils vont... Bon, alors, préparez vos questions, posez-les. Nadia a déjà une question. Ah bon, pardon, je ne l'avais pas vu. Merci Adrien. Suivi de Lucas, suivi de Suzanne, suivi de Zantou, Toi, je suivi vois de pas Laura. ça. C'est toi qui vois tout, Adrien. Bon, bah Ouais, alors. en fait, il suffit que tu te mettes sur le petit les participants, afficher les participants, et tu as toutes les mains levées qui apparaissent en Oui, mais je premier. regardais le film, moi. Bon, pardon. Voilà. Alors, donc dans l'ordre, dis-moi qui commence, parce que tu as mieux vu que moi, Adrien. Pardon, j'ai perdu le Nadia. fil aussi. Nadia, qui est la première. Voilà, Nadia, en ouvrant son micro. Oui. Bonjour Nicolas, bonjour à tous et à toutes. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film qui m'a particulièrement touchée. J'aime votre rôle et puis j'aime aussi beaucoup le rôle de Nathalie Baye, qui est une actrice que j'apprécie énormément. Et je voulais savoir si ce scénario, c'était aussi le scénario de votre vie. Est-ce que vous avez eu ce passage dans la trentaine qui a été un passage compliqué avec des questionnements de vie difficiles? Est-ce que vous êtes une personne jalouse? Est-ce que si c'est le rôle de votre vie, est-ce que ça a été difficile de jouer ce rôle? Et enfin, comment vous est venue l'idée du scénario? Voilà, ça fait beaucoup de questions. Ça fait beaucoup de questions. Et en plus, ils sont
suffisamment précise et large pour parler longtemps, mais pour parler très brièvement, ça n'est pas un film autobiographique. La seule chose autobiographique, c'est le fait de l'avoir fait, c'est-à-dire dans ma vie, ça comptera dans mon autobiographie que je n'écrirai jamais. En tout cas, c'est-à-dire que c'est tautologique comme réponse, mais c'est un peu ça. Après, c'est un film personnel. Vraiment, là, par exemple, j'écris le 2e long métrage. Il y a encore moins, je donne en même temps le bâton pour me faire battre et j'en suis conscient qu'on puisse poser cette question. Elle est tout à fait, en plus, normale, enfin, honnête. Mais ma réponse est vraiment de dire que, évidemment, Jérémie Meyer, ça n'est pas moi. Il y a des choses de moi qui est la réflexion sur la jalousie et puis l'envie, surtout le désir, ça m'appartient, par exemple, le désir de filmer absolument les gens qui m'entourent dans ce film. Ça, c'est absolument autobiographique, c'est absolument réel. Ce qui est irréel et fictionnel, c'est cette idée de galérien que supposerait le personnage de Jérémie. Je n'ai pas fait ce film pour me raconter, j'ai fait ce film pour raconter un sentiment, une vibration qu'effectivement peut-être vous situez à l'âge de la trentaine. Ce n'est pas tellement une question d'âge pour moi, mais si vous le situez peut-être c'est bien, mais c'est plutôt comme... c'est presque un film de soldat pour moi, Jérémie, un film de guerre. Il n'y a pas que les guerres ou les films de policiers où il y a des... Je trouve que Jérémie est un combattant quand même. Il a cette espèce de, pour aller vite, cette force des fragiles. Mais en tout cas, je trouve ça beau, son parcours, sa passion à Jérémie. Ça, c'est une chose qui m'est peut-être un peu propre parce que, effectivement, je viens de la campagne, d'un tout petit village où jusqu'à mes 18 ans, il y avait très peu de livres et tout ça, et que je suis un être de construction, mais là, je raconte simplement le retour à sa région, qui est peut-être quelque chose que j'ai pu repérer. Mais par exemple, mon père ne s'est pas suicidé, c'est-à-dire, c'est pas un film anecdotique sur des choses. J'ai voulu faire ce film très classiquement, j'ai envie de dire, comme par exemple l'éducation sentimentale, sans être trop haut dans la référence, mais en tout cas, c'est un film j'allais dire d'anticipation, pas du tout. C'est un film comment on appelle, mais c'est fou. D'initiation. D'initiation, un roman d'initiation, voilà. D'apprentissage. Roman. Voilà, c'est un film d'apprentissage. Ouais. Et vous avez cette relation avec votre mère, cette relation assez touchante et très, très personnelle, qui m'a beaucoup touchée, moi, personnellement, parce que je me suis vue là-dedans aussi. C'est-à-dire que moi, j'adore écrire les femmes au cinéma. Enfin, en général, j'adore regarder, écrire. Je sais pas, quelque chose que je comprends, pareil, dans la vibration, pas des femmes, ça veut rien dire, mais d'une femme, enfin, en tout cas, de créer une figure comme ça. Et Nathalie, c'est comme si je l'avais vue, mais je ne l'ai pas simplement vue, enfin, le personnage de Bernadette incarné par Nathalie, je ne l'ai pas simplement vue chez ma mère, je l'ai vue, moi, ma mère, elle a 5 sœurs, donc j'ai été vraiment très observateur de ce qui se passait. Il y a eu des divorces, je suis entourée de femmes aussi, j'ai beaucoup d'amies femmes. Et il me semblait que c'était intéressant, par exemple, l'écriture de ce film est partie, vous disiez pourquoi? C'est très simple. Lors d'un été, j'ai écouté Ma chérie d'Anne Sylvestre, qui est dans le film, et j'ai écrit vraiment exactement, je me suis dit, ce serait assez beau, une scène entre une mère et son fils, qui est un peu trop âgé, et qu'elle lui dit, écoute cette chanson, et comme c'est ma chérie et c'est pas mon chéri, je trouvais ça intéressant, ce passage féminin et que tout à coup, j'adore ce que raconte cette chanson. Et puis j'ai écrit cette scène, c'est la première scène, ce qui peut paraître étrange, mais c'est vraiment la première scène. C'est une scène assez longue qui fait une dizaine de pages, avec le monologue un long monologue de Bernadette. Et cette scène, ça a été ce qui a initié vraiment toute l'écriture de Garçon chiffon. Donc là où vous avez sûrement senti, c'est que ce personnage est pour moi central dans le film. Pour moi, c'est cette histoire d'amour dont ça parle, c'est Bernadette et Jérémie quand même. Merci. Lucas peut allumer son micro et sa caméra pour poser une question. Merci Nadia. Bonjour.
Bonjour. Bonjour Nicolas. Alors déjà bravo pour ce film. Merci. Et je voulais vous poser une question par rapport du coup au niveau de la musique. Oui. Je trouve que du coup les mélodies au piano, au violon retranscrivent très bien la mélancolie et l'introspection du personnage et ça donne un aspect presque spirituel et insaisissable aux images. Et je voulais justement savoir ce lien entre musique et introspection et comment vos intentions, qu'est-ce que vous avez donné dans vos intentions pour le compositeur, voilà, à ce niveau-là. Merci. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, j'ai un rapport à la musique vraiment fort. Je me marie à la musique très souvent. Et là, Olivier Marguery, je l'ai souvent, de façon, on appelle le compositeur une fois que, assez tard finalement dans la chaîne de production d'un film, même d'écriture. Moi, Olivier, il était convoqué dès le début, quasiment en fait, puisque ça se terminait de toute façon par une chanson qui chantait en in, et comme si tout à coup, au lieu de parler, il se mettait à chanter et l'autre ne s'en offusquait pas. C'était totalement naturel. Donc, moi, Olivier, ce qui a motivé, c'est que je voulais, ça pareil, c'est un peu mon secret, mais je vais vous le dire, c'est que je voulais être un peu la Audrey Hepburn de mon film. Mais dans le sens où, comme dans Breakfast at Tiffany's, j'aime beaucoup, évidemment, les thèmes de Mancini, Moon River, tout ça, et tous les thèmes qu'il y a dans ce film de Breakfast at Tiffany's, de Black Edwards. Et du coup, c'est un film culte pour moi. Et j'aimais beaucoup. Et je voulais aller encore plus intérieurement, comme vous l'avez souligné. C'était comme un intérieur Jérémie. Au cinéma, on écrit intérieur jour et extérieur jour. Là, c'était intérieur Jérémie. Avec comme ça, ce qui a guidé aussi Olivier dans ce que je désirais pour le film, c'était par exemple les films d'Aung San Suu, dont j'adore le piano préparé ou le petit piano presque géométrique, quasi enfantin, enfin je sais pas le mot, comme ça, quasi géométrique, qui vient cubiste, qui vient souligner parfois des chapitres, comme parfois dans des jeux vidéo un peu débilos, où ça fait tout, un truc un peu comme ça. Et j'ai trouvé ça, moi je trouve ça enchanteur, quoi, l'utilisation de la musique chez Aung San Suu aussi. Voilà, il y avait un peu tout ça, et puis il y avait surtout, arrêter les références, et puis faire que, par exemple, pour se poser des questions que je trouve somme toute assez concrètes et donc poétiques, c'est de dire: ah mais tiens, est-ce que la flûte traversière, ça lui va bien, la flûte traversière, ou ça va bien à ce moment en moto. Par exemple, là, pour vous donner un exemple très précis, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un moment donné où il y a une scène en Skype où il se fait quitter par Skype, et Jérémie s'installe contre le rebord de la fenêtre, il y a un plan rapproché, et tout à coup, il y a les forêts profondes qui viennent en surimpression, et puis là, ils partent en moto, sans casque, avec le personnage de Kevin, joué par Théo Christine. Et ben là, longtemps, j'avais mis Pavane pour une infante défunte de Ravel, parce que j'attendais le morceau d'Olivier. Mais tout à coup, ce qui est dangereux, c'est que des fois, on monte des images avec une musique témoin. Là, c'était Pavane pour une infante défunte, qui est un morceau sublime de Ravel. Et au bout d'un moment, la barre était haute pour Olivier, parce que moi, je me suis vraiment habituée à cette rencontre entre Ravel et puis ces images. Et lui, il est arrivé, et puis voilà, il a fait ce thème que j'adore, qui est un de mes thèmes vraiment favoris, dont j'ai fait, puisque je suis en train de finir un album là, et je chante avec lui, donc on a composé 13 chansons, on va bientôt les sortir. Et ce thème-là, j'ai écrit une chanson qui s'appelle La beauté, quelle beauté, et qui sera vraiment, pour le coup, là, une chanson. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci Lucas. Alors merci Lucas de baisser la main une fois que voilà, vous avez pu prendre la parole. Suzanne, maintenant, peut allumer sa caméra. Voilà, merci. Très heureuse de vous rencontrer. Merci, moi aussi, bonjour. Alors moi, ma question, c'est en fait, j'ai remarqué dans le film, dans votre personnage de Jérémie, mais aussi dans le personnage de Sylvie et d'Albert, par exemple, c'est qu'il y a un registre très théâtral. Et c'était pour savoir si c'était un choix ou si c'était par rapport à votre parcours à vous. Je ne sais pas tellement ce que veut dire un registre théâtral. Non, c'est vraiment du cinéma. Des fois, on se trompe. Enfin, c'est une sensation que vous avez. Donc voilà. Mais parfois, on peut se tromper, par exemple, reprocher, par exemple, à certains films
nouvelle vague et post-nouvelle vague, de dire « Ah, c'est marrant, personne ne parle comme ça dans la vraie vie » ou « Personne n'irait aussi loin dans la vraie vie ». Or, la vie suppose un théâtre humain complètement exceptionnel. Moi, je suis toujours fascinée par le réel et non pas le réalisme. Parce que pour moi, le cinéma, notre oreille est souvent habituée, moi je trouve souvent sur les plateaux, les acteurs parlent un peu comme ça parce qu'ils parlent pour le micro, mais personne ne parle comme ça dans la vie. C'est-à-dire que c'est comme une façon, cette espèce de réalisme français du cinéma. On voit très bien, quand on voit les films de Sacha Guitry, que ça c'est une histoire récente, cette espèce de réalisme que je trouve assez plat de susurrer un texte. Alors dès qu'on exprime, on passe dans le registre théâtral, comme si, j'essaye de sentir ce qu'il y a derrière votre remarque, question, mais comme si en fait ce serait l'art de l'extériorisation, quelque chose qui serait peut-être pour un spectacle. Or, je crois par exemple que si on faisait l'essai et qu'on mettait moi et Laure sur un truc de théâtre exactement à la hauteur où on le ferait, on n'aurait pas un corps théâtral. On aurait, parce qu'on a un corps cinématographique, puisqu'on le fait quand même pour la caméra. Alors, théâtral, je vous le dis parce que c'est peut-être un peu pompeux, mais c'est pas exactement, je trouve que c'est pas un bon, enfin, il faudrait être plus précis. Est-ce que c'est une chose outrée ou quelque chose d'obscène? Parce que obscène, étymologiquement, c'est intéressant. C'est ce qui se situerait hors de la scène. Donc peut-être que ce qui me plairait plus, c'est pas mon problème que ça me plaise à moi, mais enfin pour vous répondre, c'est ce qui moi me fait travailler en tout cas comme personne, c'est l'idée, oui, de l'obscénité, l'idée des changements de registres vocaux, l'idée de sortir de soi, l'idée de sortir du réalisme plat à la française, que je trouve beaucoup, le réalisme télévisuel notamment, et qui pour moi est une fausseté en plus. Et du coup, c'est se rapprocher d'élan un peu, parfois même un peu punk. Par exemple, la scène avec Laure, très franchement, dans la vraie vie, celle-ci est inspirée quasiment mot pour mot d'une chose que j'ai vécue avec une réalisatrice connue, et je suis en deçà du réel, je vous le promets. Mais je suis en deçà, parce qu'en plus là, Laure, je vais vers elle, enfin le personnage de Sylvie Noblet, je vais vers elle avec beaucoup d'amour, parce que je n'aime pas du tout le cynisme au cinéma. Donc je veux vraiment qu'on comprenne son cri fondamental à cette personne et son désastre. Moi j'adore les gens en désastre. Et du coup, mais dans la vraie vie, c'était carrément violent, je vous dis. Et c'était, peut-être finalement, c'était théâtral, bizarrement, puisque cette personne avait créé un petit théâtre autour d'elle dans la vraie vie. Mais je ne sais pas si je réponds à votre question, j'essaye de... Si. Ouais. Mais peut-être dû à mon parcours, ça, je ne peux pas vous répondre, peut-être. Mais je dirais plutôt c'est dû à mes amours aussi. Mes amours. D'accord, merci beaucoup. Alors peut-être je m'immisce juste pour prolonger, et puis j'en profite pour dire que je regarde aussi les questions écrites et que je les relayerai parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas des bonnes connexions, etc. Mais pour peut-être prolonger la question, Nicolas, moi je pensais à Jean Renoir en voyant votre film à propos de cette question du réalisme, et je pensais aussi à votre personnage qui me semblait pour partie, je ne sais pas, nourri de... je pensais à Pierre Etexte, je pensais à Oui. Pierre Richard, et je pensais, alors là je vais peut-être un peu loin pour nos jeunes jurés, à Robert Derry, qui était le chef des Branquignoles. Et les Branquignoles, c'était quand même une troupe où il y avait des gens comme Louis de Funès, Jacqueline Maillan, Michel Serrault, enfin pas n'importe qui. Et j'y pense notamment dans Le Petit Baigneur, il est roux, Robert Derry, et je me demandais d'où venait cette rousseur. Est-ce que ça vous parle, ces références? Pierre Etexte, plus particulièrement, parce que c'est le corps, c'est pour ça que je reprenais sur le théâtral, c'est le corps burlesque, mais c'est le corps quitonien, c'est le corps, c'est la décision. Enfin, c'est le dessin de soi-même. Pour moi, c'est ça un acteur, c'est quelqu'un qui tout à coup est un auteur de ses apparitions, qui dessine ses apparitions, et qui s'abandonne aussi à plus grand que soi. Donc, c'est pas non plus genre la virtuosité. Voilà, c'est pas non plus ça. Mais en tout cas, oui, ça me fait rire parce qu'on m'en a pas du tout parlé. Enfin, ça me fait rire. Ça me fait pas rire. J'aime bien beaucoup ce que vous dites, Arnaud, parce que oui, il y a quelque chose sûrement, en tout cas,
Et puis ces gens-là ont écrit aussi avec leurs proches, enfin, ont voulu en tout cas filmer leurs proches. Enfin, Renoir, par exemple, il y avait une petite idée de troupe, effectivement. Et, et puis j'aime bien, moi, quand on assume le texte. C'est-à-dire que moi, je me suis embêtée à écrire ces répliques. Moi, je fais un cinéma qui est issu d'un truc assez simple, c'est l'art du dialogue à la française. Enfin, l'art quand ça tombe bien, mais en tout cas, j'ai travaillé avec Sophie Filière et je supporte pas l'idée d'improvisation de mon texte. Ça, c'est vraiment, je suis très, très. Il n'y a pas d'improvisation. L'improvisation, elle peut être repérée dans mon film en tant qu'état chez les acteurs, un état d'accueil, mais jamais en volonté d'improviser, parce que je trouve de toute façon que les acteurs aujourd'hui, quand ils improvisent, je le vois, et je vois des acteurs finalement. Et souvent, vous remarquerez, il y a beaucoup de en fait dans les films. Soit en fait, c'est la plaie d'aujourd'hui, ou là. C'est-à-dire, vous voyez ce que je veux dire, là, là. Et en fait, pour moi, c'est une trahison de dire qu'on est vraiment là. Quand quelqu'un dit, je sais pas, tu es en train de m'embrouiller là? Ben oui, ben voilà, c'est pour montrer qu'il est dans le présent. Donc du coup, je vois l'acteur, c'est comme faire passer une vessie pour une lanterne. Je vois l'acteur qui montre qu'il est là, donc il n'est pas là. Et donc il est trop là, ou voilà. Et Pierre et texte, ce qui est beau, c'est le corps qui parle, c'est le corps parlant, c'est des situations dans lesquelles il se met, qui sont franchement pas possibles, quoi. C'est aussi l'idée du ridicule, sûrement, enfin, en tout cas, d'aller tellement dans le ridicule que c'est une notion qui devient presque liquide. Et, et voilà. Et puis aussi, j'aime bien cette rousseur, c'est aussi. C'est un côté petit écureuil, puis c'est une coupe pas possible en vrai, enfin, coupe de cheveux un peu chaussée au moine, un peu bizarre, mais qui est, je trouve qu'il allait bien, qui faisait un dessin peut-être un peu BD, que je trouve pas mal, voilà. Je n'oublie pas les autres, mais juste je prolonge parce que vous parlez je pense que c'est important de filmer les gens qu'on aime. Vous avez parlé de leur académie, bien sûr, mais il y a des liens peut-être plus secrets, moins connus, des étudiants qui n'ont peut-être pas suivi au théâtre. Il y a quelque chose de très émouvant, c'est Florence Giorgetti, Oui. Qui est donc la grand-mère, hein, dans le film. Mais il y a aussi Robert Cantarella. Oui. On ne va pas rentrer dans les détails, mais Florence Giorgetti, c'est sa dernière apparition. Ouais. Faut le dire comme ça, puisqu'elle est morte peu après le tournage, et c'est quelqu'un qui compte pour vous. Oui, voilà, Florence, c'est quelqu'un elle est morte 10 jours après, donc c'est quelqu'un qui compte énormément encore et tout, Bon, pour moi. allez, on passe. Je donne la parole à Cynthia. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, Ok, bonjour. Je voulais avant tout remercier quand même France Culture et Adrien Landivier pour organiser cet événement qui nous fait un peu retrouver le cinéma à la maison. Et franchement, ça fait vraiment plaisir. Donc merci, merci à vous. Et bravo Nicolas pour votre premier film. Merci. Et vous disiez tout à l'heure, en parlant de votre film, que c'est un film personnel. Et je voulais rebondir dessus, en fait, parce que en regardant le film, je me suis demandé à plusieurs reprises si ce film, vous le faisiez avant tout pour vous ou pour les autres. Et je me demandais, en fait, si c'était pour le public, notamment qui vous a découvert dans 10%, comme moi, j'en ai fait partie. Et vu que vous parliez d'un film initiatique et d'apprentissage, je me demandais à qui était destiné, en fait, ce film. J'ai un petit peu répondu, si vous suiviez tout à l'heure, quand j'ai parlé de justement que c'était pas un film que j'ai fait pour moi. Mais c'est une question très délicate parce que je pourrais vous répondre une réponse très maligne, et j'ai pas envie, parce que c'est difficile. Est-ce qu'on peut, par exemple, Woody Allen qui se filme lui-même, comme il est rentré dans le musée du cinéma, on va pas lui dire ah, c'est vraiment votre vie, c'est vraiment. Je crois que ce qui est beau aujourd'hui, c'est de se rapprocher non pas de sa biographie et de son plaisir personnel. Moi, j'ai pas besoin de me renarcissiser, par exemple. Vous voyez, c'est-à-dire que ce serait une idée vraiment complètement fausse de dire qu'une personne qui apparaît, moi, je vis pas les choses comme ça. Je me narcissise pas, ni me renarcissise pas par mes rôles
ou par mes apparitions. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est une façon pour moi d'écrire ma musique, Garçon chiffon, d'avoir cette audace-là. Et je fais ce film, j'ai attendu d'avoir 38 ans pour le faire et non pas parce que j'avais besoin c'était comme ça, de m'imprégner du cinéma des autres. Parce que moi, je ne suis pas du tout quelqu'un d'auto-engendré. Je me suis engendrée en lisant énormément, en voyant énormément. Donc, je ne pourrais jamais penser, et presque limite, ça me violente un peu de me dire qu'on se dit que je me suis fait mon petit plaisir. Non, c'est-à-dire que, par exemple, ce que j'ai aimé, c'est quand j'ai rencontré des gens, une dame, par exemple, de 60 ans, qui, à la sortie du film, dit «Ah, c'est fou parce que Jérémy, c'est moi. Moi, j'aime comme ça, quand j'ai aimé». Donc ça, pour moi, je me dis, voilà, ça, c'est évidemment le cinéma. C'est sûr que c'est pas un film en apparence comme ça, un sujet qui dirait voilà, Samia habite à Marseille et lors d'un été, je peux vous l'écrire tout de suite le film. Lors d'un été, son père est mis en prison, donc elle va aider sa mère. Là, j'invente. Mais ça, c'est le film. Je suis membre du CNC, c'est-à-dire l'aide à l'avance sur recette, là où je lis énormément de scénarios d'aujourd'hui, de premiers films, qui vont aller souvent, et je ne veux pas faire de règle générale, mais je fais comme une forme de petite vision sur le cinéma, qui vont dire j'embrasse le monde extérieur ou un sujet particulier, la place de la femme, la violence contre la femme, tous les sujets possibles. Mais pour moi, je le signe en bas de la page, le cinéma et l'écriture, mais pour moi, je dis bien, c'est une affaire de la chambre à soi. Mais la chambre à soi, comme dirait l'autre, Woolf, c'est pas la chambre concrète à soi. C'est cette idée de fenêtre par laquelle on regarde, mais on regarde dedans ou dehors. Et se rapprocher de son regard, c'est ce que j'ai fait, je crois vraiment, avec Garçon chiffon. Mais je ne l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait avec peut-être cette prétention que d'autres puissent accéder à Jérémy et non pas vraiment à moi. Finalement, puis vous parliez de 10% du moment où on me connaît et du moment où on ne me connaît pas ou du moment où on me découvre. Je fais peut-être partie de ces acteurs qu'on n'en finit pas de redécouvrir, mais c'est plutôt un signe finalement de jeunesse et encore une fois peut-être de résistance à tout accès site à la célébrité. Parce que c'est quelque chose vraiment qui n'est pas mon chemin. Arnaud l'esquissait tout à l'heure, parce qu'Arnaud me connaît, je crois, d'avant 10%. Et pour moi, ce n'est pas une question, puisque je n'ai pas approuvé mon chemin. Après, on peut regarder que, comme vous êtes à la rencontre de moi, il suffit de taper sur... je crois qu'il faudrait faire ça. Ce n'est pas une leçon de morale que je vous fais, mais c'est juste de taper sur le CV d'une personne et de voir juste ce qu'il y a eu justement avant 10%. Moi, quand je lis un roman, j'aime bien savoir si c'est le 3e ou le dernier, une fois que je l'ai lu, pas avant, hein, mais d'autant plus si je rencontre la personne. Donc pour moi, ces questions-là de profiter d'une célébrité pour asseoir quelque chose, c'est pas ça. C'est la même vibration. Et c'est pas ce que j'ai dit exactement. Je sais, mais je préfère par contre vraiment le définir parce que c'est bien aussi de faire des réponses, je crois, plus nettes. Voilà. D'accord, merci. Donc c'est un film personnel, mais non pas narcissique, et disponible pour tout le monde en fait, qui touche je universellement. Crois, mais je peux le dire. Merci. Merci Cynthia. Laura a levé la main ensuite. Oui, bonjour. Bonjour. Déjà, merci pour cette rencontre et bravo pour votre film. J'ai été particulièrement touchée par le traitement des couleurs dans le film. J'ai trouvé qu'il y avait un travail très intéressant, entre autres avec cette scène où le personnage de Jérémy, donc après sa tentative de suicide, reçoit son petit chien. Et avec ce traitement donc, de la couleur blanche très, très éclatante et presque comme une scène d'apparition. Et je voulais en savoir un petit peu plus sur donc, la manière dont vous avez exploité cet outil qu'est la couleur dans votre film. Oui, c'est pas tellement conceptuel. Enfin, c'est-à-dire c'est toute une chaîne, mais
c'est une chaîne de décision, on va dire. Enfin, c'est une chaîne de... Quand on fait un film, on le prépare, comme vous peut-être le savez. Et puis surtout, c'est des discussions hyper précises tout d'abord en amont avec le chef opérateur. Alors, souvent, c'est intéressant parce que quand on rencontre un chef opérateur, est-ce qu'on lui parle en termes de film, c'est-à-dire en disant « Ah, j'aime beaucoup la couleur chez Joe D'Apato ou la couleur chez machin », ou est-ce qu'on lui parle en termes de peinture, ou est-ce qu'on lui parle en termes de mots et en termes de avant que justement il y ait de l'image. Et ça, c'est étonnant, c'est les limbes en fait c'est l'avant-création, enfin l'avant-immédiateté. Après, moi, comme peut-être vous l'avez vu, c'est aussi un travail sur les costumes. J'aimais bien l'idée quand il rentre des bonnes sœurs, qu'il est dormi comme dans un conte. Il y a quelque chose qui me touche beaucoup, moi, qui est, comme littérature, c'est le conte. Et Garçon chiffon, je me rends compte que, que c'est aussi un peu un conte contemporain. Il y a quelque chose de l'ordre comme du Petit Poucet ou quelque chose aussi de Boucle d'Or. Je ne sais pas si vous vous souvenez, où tout à coup, les oursons, ils rentrent chez eux, puis disent « Mais qui a dormi dans mon lit ?» Enfin, et cette idée de s'endormir tout le temps qu'a Jérémie, voilà. Et le matin au réveil, quand on lui offre le chien, oui, ben moi j'aimais bien tout à coup avoir énormément de tendresse, de choses assez cotonneuses, parce que cette blancheur dont vous parlez, c'est vrai, c'est peut-être le coton de ce réveil. Il a pris les gouttes que lui ont donné les bonnes sœurs. Enfin, il y a une chose un peu comme ça. Et puis, il y a aussi pour moi ces couleurs-là. Et vous, comme vous l'avez peut-être vu, elles ne sont pas traitées pareil quand on est à Paris, quand on est au Limousin, et puis dans le Limousin, et puis quand on repart à Paris. C'est encore différent. Donc ça, c'est des décisions, évidemment, des décisions d'ordre formel. Mais c'est vrai que le cinéma, pour moi, j'allais dire c'est égalitaire, mais c'est même encore plus haut. Pour moi, c'est d'abord formel, et puis après, il y a le fond. Mais pour moi, il n'y a pas d'art sans forme, par exemple. Et vraiment, le cinéma, c'est de la couleur et de la musique, voilà. Et puis des mots, mais déjà, couleur et musique créent du langage, je trouve. Donc, je suis content que vous l'ayez en tout cas ressenti. Et puis, il y a aussi ce plan, je ne sais pas si vous vous souvenez, très lent sur le visage de Nathalie. Il regarde Jérémie jouer avec le chien comme un espèce de fou dans sa robe de chambre. Et par exemple, ce plan, vous vous souvenez? Oui. Ouais. Ben, ce plan millimétré comme ça sur le visage, c'est un travelling. D'ordinaire, on fait des travelling sur des choses un peu plus... Là, je voulais un travelling tout petit, pour filmer juste les nuages qui passent comme ça sur le visage d'une mère qui d'abord rigole d'un enfant et puis s'en inquiète, trouve ça monstrueux, insupportable, enfin, tout ce qui... Voilà, il y a aussi ça dans le travail sur l'image et la couleur. Il y a aussi la couleur des peaux, quelque chose, moi, sur lequel je suis très sensible. Et puis après, toutes ces décisions-là, il y a la partie du film dont on parle trop peu, je trouve, et pour moi, une des parties passionnantes du cinéma, c'est l'étalonnage. C'est ce moment où on arrive avec la colorimétrie du film. Et on ne s'imagine pas, on pourrait en avoir la préscience avec nos filtres Instagram, tout ce qu'on peut faire comme conneries, mais en vrai, sur l'image de cinéma, on peut... et ça devient très poétique, quoi. On dit, ah, je voudrais que la peau soit plus luminescente, que la lumière... l'idée de la lumière vienne de l'intérieur. Ah, mais sur ce plan-là, créons une ombre. Enfin, on peut faire des choses, mais complètement... ça devient aussi une écriture. Donc, effectivement, oui, il y a eu un souci dans le sens de soin. Il y a eu un souci de la couleur pour ce film. Merci. Merci. Merci Laura. Je me permets juste de demander à Manon, Martin et Sylvie Eva qui doivent venir d'arriver si elles peuvent enlever leur caméra parce que ça permet de mieux gérer le flux. Bienvenue, mais merci de disparaître. Non, mais restez là. Prenez la parole quand vous le voulez. Mais je glisse une question écrite avant la prochaine vidéo. Il y a Macide qui a écrit il y a longtemps. Qui disait, Nicolas, que vous aviez évoqué Anne Sylvestre et l'évocation instantanée d'une scène en écoutant la chanson. Je poursuis donc la question de Macide. Pensez-vous que la trame d'une chanson, son sujet, ses mots, peuvent donner envie de réaliser un film, écrire une histoire à partir d'une chanson? Est-ce que ça vous arrive de visualiser les séquences d'une histoire grâce à la musique
populaire, précise Ah, Mathilde. absolument. C'est une question merveilleuse en plus. Enfin, ouais, ça, absolument. Par exemple, par exemple, il y a une chanson de Barbara qui est peu connue, mais qui a enclenché le désir d'un film, qui s'appelle Les Voyages. Et cette chanson, voilà, tout de suite, elle engendre un paysage très particulier, presque très clair en plus. Les images viennent très clairement et peuvent même effectivement indiquer tout un film. Par exemple, Duras, que j'adore follement, Duras parlait de ritournelle en permanence dans son écriture. C'est presque un état, je trouve, j'adorerais, par exemple, enfin, je sais pas, Garçon chiffon, c'est comme une chanson pour moi. Par exemple, de me dire que mon film est une chanson, je mets tellement l'art de la chanson très haut que oui, ça pourrait n'être qu'une chanson, ce film. Je veux dire, tout ce film est une chanson. Donc pourquoi pas une chanson et tout un film. Ouais. Alors, j'en profite pour glisser ma question numéro 1 avant de donner la parole à Luna, pour parler de Vanessa Paradis quand même, puisque votre personnage sort d'une projection de Noces Blanches, le film de Jean-Claude Brissot avec Bruno Kremer et la jeune Vanessa Paradis. Il y a d'ailleurs Isabelle Huppert qui sort de la salle, mais Vanessa Paradis, avec qui vous avez joué d'ailleurs dans Un couteau dans le cœur de Yann Gonzalez, c'est une icône, c'est une passion aussi d'enfant, d'adolescent, là pour le coup très personnel. Oui, voilà, c'est très autobiographique ça, parce qu'elle m'a aidé elle m'a aidé à voyager dans ma chambre, comme je dis souvent, et c'était comme une sœur secrète, plutôt comme un peu la fée Clochette quoi dans Peter Pan. C'est celle qui est là, sans le savoir, puisqu'elle était là pour tellement de gens. Mais moi, en tout cas, j'avais cette folie. Et puis même ma grand-mère de la campagne me disait toujours, quand j'ai commencé à me destiner vers partir à Bordeaux d'abord, puis après à Paris pour faire des études de comédien, sa seule question quand je la revoyais, c'est « Alors, l'as-tu rencontrée ta Vanessa ?» Elle l'a rencontrée. Et ben, elle a eu raison. Après, elle est morte entre-temps, ma grand-mère, mais je l'ai rencontrée. Et donc voilà, oui, c'est très personnel, Vanessa, pour moi. Allez, Luna a une question pour vous, Nicolas. Luna. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, je suis enchantée de vous rencontrer. J'aime beaucoup votre travail. Merci. Et je voulais juste rebondir à propos d'une question qui a été évoquée tout à l'heure concernant la théâtralité de votre film et surtout de la scène où Laure Calamy explose complètement de colère et de tristesse, mais surtout de cette injustice, en fait, du jugement trop facile de ses collègues sur son travail, outre la pression de son divorce qu'elle vit. Et du coup, ça m'a fait penser, ça m'a, comment dire, ça m'a un peu perturbée parce que je me suis demandé si cette scène serait pas, outre le fait que vous disiez que c'était une scène qui vous est réellement arrivée, si c'était une sorte de manifeste de la reconnaissance du travail d'un auteur et d'un réalisateur. Absolument. Votre question, c'est exactement ça. Vous savez, le jour où j'ai travaillé cette scène, j'avais un peu mon équipe parce que quand on fait un premier long, les gens ne sont pas charmés par vous. C'est-à-dire, en fait, on a beau être un acteur qui est plutôt, on va dire, apprécié, mais il peut être détesté et aimé. Mais bref, en tout cas, plutôt considéré. Quand on fait, pour toute l'équipe technique, quand on fait son premier long métrage, je peux vous dire que du début à la fin, ça va pas être, mais bien sûr, parce que c'est un premier long métrage. Après le deuxième, j'aurais peut-être un petit peu plus de considération, mais le premier, même si j'avais des alliés autour de moi, chaque chose que je demandais était toujours redébattue, c'est-à-dire, mais pourquoi, par exemple, je voulais ce bébé husky, par exemple, en prépa. Je savais que ce serait ce bébé husky marron avec, enfin, je savais. Il n'existait pas, on ne l'avait pas trouvé, et ils m'ont fait tout. Ils m'ont dit, mais pourquoi pas un teckel? Pourquoi pas? Et je dis, mais je vais appeler mon film, pourquoi pas un teckel, en fait, ce serait rigolo. Mais parce que, et je dis, mais et si on cherchait juste le bébé husky? Enfin, parce que je vous assure, croyez-moi, ce sera vraiment beau. Parce que
je vais le filmer comme une personne. Et si on allait à la recherche de ce bébé husky, ce pourrait être un titre de film assez beau aussi, à la recherche du bébé husky. Mais voilà. Donc en tant qu'auteur, on est toujours, et puis déjà en financement, on est toujours commenté, jugé, nana. Et ce jour-là, j'ai rajouté, c'est là où c'est très sensible, parce que j'ai rajouté ces lignes-là sur « t'en es capable, toi, d'écrire une réplique et que ça part derrière mon dos ». Et je peux vous dire que et donc j'ai donné à Laure Calamy, je lui ai donné la veille au soir, parce que j'avais envie, non pas pour régler mes comptes, mais parce que je connais plein d'auteurs, moi, plein d'auteurs, de scénaristes, etc. Ils sont rarement entendus et souvent critiqués. Le travail n'est peut-être pas aussi souvent comme ça entendu par certaines productions, par certaines, voilà. Et du coup, j'ai trouvé intéressant qu'il y ait ce cri-là, fondamental, et cette espèce de détresse. Et ce que je me plais à dire, c'est que dans cette scène, je suis beaucoup plus proche, moi, Nicolas, de Sylvie, entièrement même, et que de Jérémy. Pour moi, et c'est pour ça que c'était magnifique de donner ce rôle-là à Laure, qui est devenue mon amie, et qui, je sais très bien que, Laure, elle a joué parfaitement mon cri. Après, je suis pas, je veux dire, c'est pas bien de pourrir quelqu'un, vous voyez ce que je veux dire. Mais parfois, effectivement, on peut parler derrière votre dos, et puis en fait, il y a cette fameuse phrase qui dit « mais non, mais sois plus fort que ça, c'est pas grave ». Mais en fait, au bout d'un moment, on a besoin quand même d'une force pour faire les choses. Et cette réalisatrice, c'est ce dont elle témoigne. Dans une cuisine, elle va pas, justement, elle va pas à un micro France Culture pour hurler comme ça sur les gens. Ce serait drôle en même temps. Mais elle va, voilà. C'est son droit de réponse à elle dans sa cuisine. Donc, c'est très juste de l'avoir repéré. Merci. Merci à vous. Merci Luna. Une question de Noé Cotensin. Bonjour Nicolas. Bonjour Noé. Je voudrais vous demander, est-ce que vous avez l'impression de pouvoir vous exprimer plus librement en tant qu'acteur ou plutôt en tant que réalisateur? Réalisateur, c'est quand même assez neuf. Oui, il y a une chose qui est importante pour moi, c'est de cadrer le monde. C'est-à-dire ça, cette idée-là juste, mais très concrète. J'avais mon combo, c'est-à-dire mon retour. Il y a la caméra qui filme, et puis le réalisateur, s'il le demande, il a le combo. Et moi, j'avais fait comme un sac banane sur moi, dans lequel, comme j'étais à la fois devant et dedans, vous voyez, il fallait que je me cadre moi-même. Donc, sur ce petit appareil, comme un iPhone, je revérifiais, je dis « ah oui, ben là, il est bien ». Et je parlais de moi à la troisième personne, parce que n'allait pas dire « ah là, je suis trop beau gosse » ou « là, je suis… ». Donc, je disais « il », mais sans délire de royauté. Hein. C'était vraiment un truc de « ouais, là, il est bien quand il… ah ouais, non, là, il n'est pas bien ». Donc ça, cette chose-là, de cadrer le monde, comme de se dire que… Peut-être effectivement, ça me rend plus libre. Là, vous avez raison, je ne me suis pas encore trop dit ça. Mais en tout cas, ça me permet de ne pas tergiverser. Voilà. Après, moi, comme acteur, quand je suis acteur, je trouve ma liberté, pareil, le paradoxe dans la soumission. Mais la soumission, c'est pas non plus d'être comme une vache. Même si ce serait intéressant, c'est pas… Antonioni, il disait, pour être un acteur, il faut être soit très intelligent, soit très bête. Le moyen n'existe pas. Et je trouve ça vraiment du génie, parce que ça, c'est hyper important. Et moi, je me trouve… mais quand il dit surintelligent, c'est-à-dire il faut vraiment… mais surintelligent par rapport à son métier, hein, c'est pas surintelligent être Einstein. Et des fois, moi, je suis assez bête. Je suis vraiment un veau, pour le coup. Au théâtre, souvent, même, je suis un veau. J'aime bien… Donc, je ne sais pas si c'est une notion de liberté. Je crois que je suis très expérimentale, moi, comme acteur. C'est-à-dire, dans le sens où je n'ai pas peur de cet appel de l'expérience, sans non plus en faire un truc pour les Inrocks ou Télérama. Ça fait une phrase un peu expérimentale. Mais c'est vraiment appliqué à ce que je fais. J'aime bien ça. Et j'y trouve ma liberté. Mais je crois que c'est quand même une soumission, parce que je me mets dans des fois des projets…
très franchement, où cette question de liberté, elle est pas nette en moi. Mais peut-être là où vous avez raison, c'est le fait de filmer les autres. Et là, pour le coup, je les filme pas, je les filme, mais je me filme beaucoup moi, donc ça, je veux pas parler de ça. Mais de filmer les autres, tous les moments où je décide d'écrire avec ma caméra, ça, je me sens vraiment très joyeux d'être au monde, quoi. C'est le moment où je me sens pas timide et le moment où j'ai l'impression que j'ai trouvé quand même un chemin pour dire des choses. Ouais. Merci Noé. Nathan avait levé la main depuis un bon moment. Ça y est, c'est rouge. Est-ce qu'il était encore là, Nathan? Bonjour, vous m'entendez? Vous êtes là, oui, absolument. Bonjour. Je ne sais pas si ma caméra est active, je ne la vois pas active. Non. Bon, du coup, je vais faire... je crois que j'ai le même problème que Nicolas tout à l'heure, ça ne marche pas pour moi. Bon, tant pis. Bonjour à tous. Je voudrais déjà remercier Adrien et Arnaud pour avoir organisé ce moment. Et bien sûr aussi à Nicolas de répondre à nos questions. J'ai une question, moi, qui est plus portée sur la fin du film. Ma vision personnelle des films, quand je les regarde, c'est que c'est vraiment très compliqué de trouver une chute à un film. Donc voilà, trouver une fin à ce qu'on a voulu exprimer dans le film. Et je me vais poser ces questions. Je pense que tout le monde a vu le film, mais la fin de ce film se termine de façon musicale, en chanson, donc d'une façon qui est assez originale. Donc du coup, ma question porte sur ce moment, c'est qu'est-ce que vous avez voulu exprimer par ce moment? Est-ce que ça veut dire que finalement le personnage de Jérémy est en paix? Est-ce qu'il a trouvé un nouveau amour, peut-être pas un amour dans le sens passionnel, peut-être un amour un peu plus amical, avec Kevin, avec le fameux Husky qui est un très bon choix. Moi, j'approuve le choix du Husky. Merci. Donc voilà, donc est-ce que, et du coup, en deuxième partie de question, est-ce que cette fin, c'était une référence à un autre film, à un autre réalisateur? Et du coup, j'aimerais bien aussi en profiter pour savoir si vous avez été influencé par des réalisateurs des films pour Garçon Chiffon. Merci. Alors, la fin du film, donc c'était déjà prévu. Il se trouve que moi, bizarrement, je savais comment finir mon film. Après, on le sait, mais sur le tournage, on a beau le savoir, on peut dire, mais est-ce qu'on finit par un gros plan du chien, un plan d'ensemble? Enfin, vous voyez, il y a plus. Les fins sont toujours liquides. Heureusement, on les re-questionne au montage. Mais bizarrement, cette fin-là, j'avais demandé sur le plan de travail qu'elle soit le dernier jour de tournage pour que vraiment on y dépose quelque chose de l'ordre de la poésie de notre équipe. C'est-à-dire qu'il y a à la fois ce qu'on voit et puis à la fois, en plus, c'était genre en bas de chez moi, sur le canal Saint-Martin. Et c'était l'idée de peut-être penser déjà à une suite. Au tout départ, je voulais mettre à suivre à la fin du film. Parce que j'aimais bien cette idée que je trouvais élégante, parce que j'aime pas tellement les fins, mais je trouvais ça beau de dire à suivre, parce qu'à suivre, c'est comme si qui va suivre qui? Est-ce que c'est Kevin qui va suivre Jérémy? Est-ce que c'est Jérémy qui va suivre Kevin? Est-ce qu'on va vouloir suivre ces deux-là? Ou est-ce que c'est Paris qui va tout à coup devenir un peu enchanté? Et il se trouve que Paris est devenu carrément pas enchanté, puisqu'après il y a eu les grèves, il y a eu voilà, il y a eu vraiment, on a connu un Paris pas du tout enchanté. Donc c'est pour ça que des fois le cinéma, c'est bien quand ça réenchante un peu les espaces des cités, on en a besoin. Mais j'ai pas été du tout de référence. Oui, peut-être que ça, c'est souvent les critiques, les journalistes ou les spectateurs qui parlent. En général, j'ai droit à Christophe Honoré et après, j'ai droit à Jacques Demy. J'adore Jacques Demy, mais il se trouve, enfin, comment dire, intellectuellement, il faudrait être assez. Pour moi, en tout cas, je ne pourrais pas dire je fais un plan à la Demy, je ne suis pas du tout ce genre de personne. Non, moi, ce que je voulais donner comme sensation, c'est qu'il y a une musique que j'aime beaucoup, qui va de Bob Dylan
à Springsteen, en passant par des fois Dolly Parton et tout, et la folk et la country. Et si on traduit folk et country en fait, c'est sa terre, enfin sa campagne, et puis ses racines. Et je voulais un folk à la française, c'est-à-dire tout à coup faire sonner dans une chanson ma région, le Limousin. Et tout à coup, c'est vrai que tout à coup, on l'accepte mieux quand c'est pas dans sa langue, quand on dit ouais, Kentucky, nanana. Mais il se trouve que Kentucky, ben, c'est comme si on disait Limousin, sauf que voilà, on n'est pas américain, on n'est que français. Mais je voulais terminer sur cet endroit de réparation qu'était cette chanson où tout à coup, au lieu bah, il exprimait ça en chantant comme ça ce chant de sa région. Et peut-être que je voulais aussi, on est en 2021 maintenant, me dire ce serait heureux que les gens ne disent pas, et vous ne l'avez pas dit, que les gens ne disent pas ah mais c'est quoi? Ça veut dire que ouais, il a serré Kevin, ça veut dire qu'en fait Kevin c'est son nouvel amant, son amour, nanana. Ben, c'est un peu tout ça et pas ça. C'est-à-dire que c'était aussi créer, se dire que peut-être, et puis peut-être que Kevin et Jérémy, Kevin va peut-être créer une nouvelle façon d'être ensemble. Ce sera ni des frères, ni des amants, ni des amis. Est-ce que ce sera tout ça? Est-ce qu'ils seront... Et j'aimais bien cette idée-là parce que je la trouve porteuse. Moi, en tout cas, ça me... Et puis Jérémy qui, lui, a essayé un amour passionnel comme ça, sur lequel il s'est un peu... il s'est un peu raté, quoi. Et là, je trouvais ça assez beau de dire et si c'était des décisions collatérales d'être ensemble, enfin, voilà. Donc, d'où la fin du film. On ne vous a pas cité Ducastel et Martino, vous avez échappé à ça. Oui, c'est vrai, j'ai échappé à ça, mais pourquoi pas? C'est vrai. C'est bien aussi. Bon, en tout cas, j'ai compris que le canal de Saint-Martin, c'était The River, en fait, de Springsteen. Oui, c'est ça, exactement. Grâce à vous. Une question de Marie. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très loin, Marie. Okay. Merci d'abord d'être là, merci de ce temps. Moi, je me demandais, parce que voilà, vous avez fait du théâtre, vous parlez de musique et de littérature, et est-ce que pour vous, dans le cinéma, il y a quelque chose d'un peu plus complet par rapport à ces autres formes d'art, ou pas du tout? Sûrement. Est-ce que c'est en termes de complétude ou en termes... Moi, dans ce que vous citez, ce qui m'intéresse toujours, c'est en fait, c'est me frotter à un auteur. C'est-à-dire que le cinéma peut être aussi d'une chienlit pas possible. Moi, ça m'est pas trop arrivé, mais parce que je dis surtout oui à des projets signés. Mais ça ne veut pas dire que forcément sérieux. Aujourd'hui, on aurait une tendance post-nouvelle vague de dire cinéma d'auteur et tout, mais il y a des comédies, des gens qui signent leurs comédies. On n'est pas forcément d'être totalement, comment dire, sinistre. Écrire, c'est pas sinistre, c'est joyeux. Et puis c'est surtout faire quelque chose. Dans l'idée, tout a été fait, on pourrait dire, mais quelque chose où en tout cas on se fait croire que ça n'a jamais été fait ou jamais été dit comme ça. Voilà. Et donc ça, dans le cinéma, c'est ce que je recherche dans le cinéma, c'est-à-dire cette musique particulière provenant d'un auteur. J'aime bien lire derrière et ça ne veut pas dire l'auteur, ça ne veut pas que dire le scénario, hein. Ça veut dire, ça vous comprenez, ça veut dire sentir la part, le style, ce terme du style, de le sentir chez un cinéaste. Ça, c'est très différent. C'est très différent, pas tout le terme, c'est très bon. Et c'est évidemment ce qui m'amène, moi, avec rencontrer des metteurs en scène au théâtre et des textes au théâtre. Là, pour le coup, c'est vraiment pour moi presque avant la chose, c'est le texte, enfin la poétique, le poète derrière la pièce. Et puis en musique, là, par exemple, j'essaye justement de ne faire que de la musique. Donc, je prends des cours de chant depuis des mois. Et là, j'enregistre en studio des choses et j'essaye vraiment d'enlever l'image. Enfin, le résultat est pareil, c'est pour accéder à comme ça
ce que j'appelle, ce que je recherche, je crois, c'est le sentiment de la vérité. C'est pas la vérité, c'est pas le sentiment, c'est le sentiment de la vérité. Et je crois que ça, effectivement, le cinéma est un art absolument sublime pour ça. Okay. Merci beaucoup. Merci Marie. Merci beaucoup. Question de William maintenant. Bonjour. Bon. Je voulais déjà vous remercier et je voulais vous dire que j'ai vu votre film au cinéma et du coup que j'avais beaucoup rigolé et tout. Et du coup, pour continuer puisque vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'humour, je me posais une question. C'est en tant que réalisateur, surtout que c'est votre premier film, du coup, je pense que c'est intéressant. C'est comment vous pouvez qualifier le nom de la relation que vous avez eue avec votre équipe. Par exemple, est-ce que il y avait un lien comme quelque chose d'intuitionnel et tout, ou au contraire, fallait plus montrer les choses physiquement ou on vous comprenait mentalement, un peu télépathiquement, si vous voyez ce que je veux dire. Vous voulez dire que je suis un autiste et vous vous demandez comment ils ont réussi à me comprendre? Ah non, bah non, pas du tout. Non, pas très. Je demande, est-ce qu'ils ont ressenti votre esprit? Par exemple, est-ce que vous étiez... Ouais, j'ai eu beaucoup de chance, mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'était pas gagné. Mais au bout d'un moment, ils sont tous devenus des garçons chiffons ou des filles chiffons. Et c'était beau. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus... Oui, parce que la question, merci de cette question, elle est très, très chouette parce que ça permet de dire que c'est un art collectif, hein, déjà. Juste rappeler ça, que ce n'est pas du tout un art comme ça. Je trouve, moi en tout cas, c'est un art collectif, ce sont des rencontres et c'est surtout parler à chaque personne de son équipe à son endroit de créateur. Pour moi, ça a été clair dès le début. C'est-à-dire que je veux pas être le créateur surpuissant, je suis vraiment le capitaine du navire. Et ça, j'ai un truc en moi, j'ai comme ça peut-être une image, enfin, il faut se méfier des images, hein, mais une image de garçon fragile, de garçon machin, de garçon ceci. Mais je suis vraiment un bulldozer. Je me suis découvert même, je ressemblais à mon père physiquement, un truc de bulldozer en moi, de surpuissance, enfin, je sais pas, un truc qui faisait peur, je crois, mais de décision, quoi. Chose que je suis quand même assez moins quand je suis. Donc ça, je crois que j'étais assez claire. Je crois que j'étais assez claire sur ce que je voulais. Et puis c'est passé par. Au bout d'un moment, ce qui est beau, c'est quand le chef électro, qui déjà ne doit pas être sur le plateau tout le temps, puisqu'il va peut-être déjà préparer le décor d'après, eh ben, c'est quand, par exemple, il voit une scène et puis il reste au combo quoi, qui participe au film et qui aime ce qui est en train de se vivre, quoi. Ça je dirais que c'est, de façon générale, sans faire les bisounours, c'est un truc à l'américaine, je crois que c'est ce qui s'est passé comme grâce sur mon film. Et puis très franchement, on est quand même assez crevé parce qu'on fait des journées. Parfois, on faisait des fêtes 3 fois par semaine. On faisait des fêtes en se couchant à pas d'heure, ce que je pensais même pas faire. Alors je jouais, mais on avait besoin de tout partager. Ça, c'était assez festif. Voilà. Alors, ça répond. Merci beaucoup. Ça répondait pour partie, mais seulement à une question écrite d'Éléonore que je relaye du coup, qui était sur la direction d'acteur et qui vous demandait, Nicolas, vous êtes réalisateur de ce film et vous interprétez en plus le personnage principal. Est-ce que c'est pas trop difficile de se diriger soi-même en plus de vos partenaires? C'était la donnée du film, c'était l'écriture de ce film-là, donc Est-ce que par exemple, pour être oui. plus concret, est-ce que vous visionniez les rushs au fur et à mesure du tournage ou pas du tout? Pas vraiment. Le soir, dans la chambre d'hôtel, on m'envoyait les rushs des journées précédentes. Je regardais, mais comment dire? Pour moi, c'était plutôt une valeur ajoutée plutôt que de le prendre. Ça, c'est mon côté un peu. J'ai un côté un peu démerde, moi, dans la vie. Donc, au lieu de faire d'une chose une contrainte, j'essaye souvent de me dire que c'est exactement ça qu'il fallait faire. Et donc, du coup, je me disais tout le temps, c'est la valeur ajoutée. C'est-à-dire que moi, de toute façon, quand je suis acteur pour les projets des autres, je ne sais pas pourquoi, le metteur en scène, soit on arrive à me
demander ce que je pense d'un plan, ou soit les acteurs avec qui je travaille, mais ça date pas d'il y a 2 ans, ça date d'il y a me disent: «Mais Nico, là, comme ça, nana, t'as vu, tu m'as regardé quand j'ai fait ça». Donc j'ai toujours eu l'impression que c'est pas tout à coup moi qui dirige et j'ai l'impression d'être la même personne, en fait, véritablement. Là où c'est compliqué, c'est en termes d'énergie. C'est-à-dire que quand on a Nathalie Baye et tout, qui je voulais pas me griller ce plaisir de la regarder longtemps. Donc des fois, j'étais là: «Putain, on fait mon contre-champ». Je me faisais chier, je me sursoulais moi-même. J'étais là: «Non, non, attends, c'est bon, ma gueule et tout». Mais donc ce qui fait que ce que je faisais, c'est que par élégance et en même temps, c'est pas que de l'élégance finalement, je filmais d'abord tous les acteurs quasiment, avant moi et moi, très franchement, je me donnais 2 prises. Parce que je le savais tellement, et puis je suis un peu un filou moi, j'aime bien, pour moi le jeu c'est acting, mais comme on dit souvent, c'est reacting et j'aime beaucoup, je savais dans toutes les prises que j'avais filmées puisque j'étais là, celles que je prenais et donc je savais déjà, je faisais comme du montage sur place, ce que j'allais, voilà, ce que j'allais faire. Donc je dirais que c'était à la fois du système D et à la fois ça a participé de l'ADN vraiment du projet. Voilà. Merci. Solveig va vous poser une question. Bonjour, alors merci beaucoup. C'est vrai que vous parlez de Nathalie Baye et je trouve qu'elle joue divinement bien. Elle m'a vraiment touchée en rôle de mère. Et donc, pour rebondir sur ce que vous disiez au début, vous disiez que c'était vraiment la relation entre le fils et la mère qui vous avait poussé à faire ce film, c'était la scène principale qui vous avait amené au reste. Et du coup, je me demandais pourquoi vous aviez tenu à autant approfondir le personnage de. Comment est-ce que vous avez décidé d'approfondir le personnage du fils? Pourquoi est-ce que Jérémy est jaloux? Pourquoi est-ce que c'est cet élément-là qui va rajouter? Et pourquoi vous n'avez pas seulement gardé cette relation-là en la faisant vivre plus, puisque au final, elle est quand même elle est entourée d'autres éléments scénaristiques qui lui apportent évidemment, mais je voulais savoir ce choix, d'où il venait. Alors, si j'avais fait par exemple que une relation entre la mère et le fils, on m'aurait dit pourquoi vous avez fait une relation qu'entre la mère et le fils, pourquoi on n'en sait pas plus sur Jérémy, pourquoi on n'en sait pas plus sur la mère et pourquoi ça se passe que dans le Limousin et pourquoi on ne voit pas Paris puisqu'on n'en fait qu'en parler. Voilà. Je pense que ce genre de questions, vaut mieux demander comment, par exemple, au pourquoi. Quand on parle à quelqu'un, il me semble, par rapport à... Parce que le pourquoi, moi, j'ai un cerveau comme ça, j'avoue, et je suis déjà très... Je suis mon propre ennemi, mais en même temps, je suis sensible, mais dans le sens vraiment, c'est presque mon travail. Et je suis et quand j'entends pourquoi, je me dis ah oui, c'est parce que si elle se pose la question, c'est dommage. Moi, je me suis toujours dit, j'ai travaillé avec des metteurs en scène qui me disaient toujours, il faut toujours faire les choses pour que les gens, il faut pas qu'il y ait de malaise, il faut. Donc quand il y a un pourquoi, je me dis tiens, c'est que quelque part il y a autre chose derrière votre question. Alors, pour la préciser, c'était parce qu'en regardant le film, je pensais que vous étiez justement partie de l'éveil du printemps ou partie de ce personnage et que vous lui aviez créé une relation avec sa mère qui est magnifique. Donc, je pensais que vous aviez fait dans ce sens-là. Et donc, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, qui m'a fait d'un coup réfléchir en me disant ah, donc ça s'est passé dans l'autre sens. Donc, pourquoi cette relation avec aussi tumultueuse et assez profonde avec ce vétérinaire et voilà, comment du coup avez-vous construit ce personnage? Je vous ai délivré un secret qui était le début d'une scène, le début de l'écriture. Donc en fait, là vous rebondissez sur pourquoi un tel début, pourquoi ça prend cet embranchement-là. Ce sont vraiment presque des questions, c'est comme une psychanalyse du travail que vous me demandez et qui, je crois, très franchement, là, il est trop tôt pour y répondre parce qu'un film, et je vous remercie encore parce que vous vous imaginez pas à quel point j'ai été, pour le parcours d'un premier film, bousculée. Je crois que pour un premier long métrage, ce jour-là, qui est sorti que 2 jours, il y a parce que les autres films n'étaient pas des premiers films. Le 28, c'est le film de Mai Wen. Elle a connu, pour un premier long, c'est particulier parce que le film, il a suscité des débats. J'ai fait une promotion, j'en ai énormément parlé de ce film, mais on fait une promotion, pas pour apparaître, mais pour après, tout à coup, que le film vive à sa place
pour les spectateurs. Voilà, vraiment pour... et moi, j'avais déjà prévu dans toutes les salles de France une espèce de marathon chiffon, d'aller à la rencontre des gens. Et là, je me retrouve à en parler tout de suite et c'est très émouvant pour moi. Enfin, c'est très, et je crois que je ne sais plus trop le faire parce que j'ai eu besoin de l'abstraire, ce film. Parce que finalement, et c'est pas pour avoir une posture d'artiste dégueu, là, mais finalement, je dis beaucoup de choses dans ce film, il me semble. Je me semble qu'il faut aussi vous faire confiance à ce que vous ressentez de ce que j'ai voulu dire, parce que oui, comment je pars d'une histoire entre la mère et un fils pour arriver à la jalousie? Ben, il me semble que, par exemple, ce que raconte le film, c'est qu'on n'hérite pas de ses parents que des meubles et de l'immobilier, on en hérite aussi les gouffres, d'où la scène de ce film, de cette scène, où elle lui dit, mais tu sais, j'ai brûlé les lettres de ton père parce que ton père, voilà. Et qu'il lui fait, mais ça vient de toi, maman. Donc, j'allais pas tout à coup, on avait besoin de le voir inside la jalousie. Comment dire? Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, ça aurait été, ça aurait été un autre film et ça n'aurait pas été le Ouais, même. bien sûr. Et puis aussi parce que je voulais. On dit souvent de moi, genre Nicolas Maury, le second rôle, un peu comme ça, 4 étoiles du cinéma, etc. Et je suis ni moi, j'ai jamais tellement dit second rôle, premier rôle. Encore une fois, ce que je disais sur accéder à une popularité, une célébrité. Par contre, je voulais bizarrement me donner un personnage, une personne plus de l'âge, la plus à nu et accrue, et presque la plus radicale que j'avais jamais. J'étais très dure envers moi envers moi, acteur. Est-ce que vous l'êtes écrit pour vous? Vous vous êtes écrit le rôle en vous disant je ne vais pas le donner à quelqu'un d'autre, j'ai envie de le jouer? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure sur Woody Allen ou sur Nanni Moretti, qui m'inspire beaucoup. En fait, c'est pas tellement qu'on s'adore ou qu'on écrit pour soi. Je pense qu'on se dit que ce serait très chichiteux de ne pas. Donc, c'est-à-dire que Nanni Moretti, dans ses premiers longs métrages, c'était une façon de se poser, non pas devant la caméra, mais en Italie, de se le prendre le sens, de se le prendre Rome, de se le prendre. Moi, c'était de me prendre Paris, de me prendre un Paris que je trouve de plus en plus anguleux, vertical, et je voulais voir où était sa poche de chlorophylle en soi, et sa poche, son oxygène. Donc, il me semblait que c'était avec mon producteur, il y a eu un moment où j'ai vacillé, où j'ai parlé d'un acteur en particulier, mais ça a duré 10 secondes parce qu'il m'a dit, mais pas du tout, quoi. Parce que pour lui, il trouvait que c'était vraiment, voilà, que tout ça était de l'écriture. Et ça m'a peut-être permis aussi je sais pas, peut-être ça m'a permis d'être bizarrement, non pas de conscientiser, mais d'être encore plus parfois inconscient avec ce film. C'est-à-dire d'ouvrir il y a des moments je contrôlais plus vraiment, j'avoue. Alors que je suis vraiment un peu monstrueux dans le contrôle, je dois avouer, parfois, trop même, quand je suis acteur. Mais là, je voulais me donner comme ça un rôle un peu de Tintin, très très pâle, très lisse. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci Solveig. Je pensais il y a un livre de Rob Grillet, un roman qui s'appelle La jalousie, qui est très bizarre, évidemment. C'est un Rob Grillet parce que c'est raconté du point de vue du mari, mais d'une façon très, très étrange. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est 9, même pas des chapitres d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de numéro, 9 sections, il n'y a pas de temporalité, parce que en fait, la jalousie, c'est toujours la répétition du même. C'est la question de la compulsion, parce que c'est pas quand même aussi un des thèmes principaux du film, la compulsion. Si, bien sûr. Oui, la jalousie, je connais bien ce roman, parce que pareil, ce que je disais sur la forme tout à l'heure, je suis très inspirée, moi, par ceux dont on va dire un peu rapidement, ce sont des formalistes. Et par exemple, là, ce que vous venez de dire, ce chapitrage comme ça,
oui, ça nous met, nous, en tant que lecteurs, face qu'à des questions. Et Garçon chiffon, bon, il est complètement beaucoup plus classique et beaucoup moins chahuté comme ça, par rapport au sens. Bah, c'est-à-dire que la jalousie, c'est plutôt là, c'est une demande de considération. Donc peut-être que ça, c'est compulsif, effectivement. Et j'ai voulu c'est pour ça que j'ai voulu vraiment garder qu'il soit acteur, parce que j'ai trouvé plutôt intéressant. Parce que nous, comme acteurs, on nous titille toujours. À la fois, on dit qu'on est des êtres aux égos surdimensionnés, et à la fois, on nous demande. Enfin, je crois qu'on doit être très humble quand on fait ce métier, parce que sur un plateau de cinéma, on n'est pas grand-chose. Hein. On est vraiment, on est un modèle parmi tellement de choses, en fait. On est vraiment une petite fourmi, quoi. Donc, du coup, c'est cette chose un peu bizarre qui fait que. Et puis, en général, ce que j'aime bien dans le terme compulsion, c'est qu'on nous met des. Quand on est acteur, en fait, quand on a décidé de l'être, c'est vraiment pas pour les petites natures, je crois, c'est qu'on nous met dans la tête des choses dont on n'avait même pas, comment dire, comme si on disait: «Ah mais j'avais rien demandé». C'est-à-dire qu'on peut être jaloux d'une chose qui tout à coup, on nous dit: «Ah mais on va te mettre en compétition avec un tel pour tel rôle», et ça peut ne pas être du tout notre vibration humaine, ben on va rentrer là-dedans. Et la jalousie me fait un peu cet effet-là. C'est pour ça que Shakespeare dit: «C'est le monstre aux yeux verts qui se nourrit du poison qu'il sécrète». Parce qu'il y a quelque chose, on ne sait plus qui sécrète quoi en fait. Et c'est pareil donc c'est pour ça que la jalousie là me permettait, moi, j'avais besoin de charger le personnage pour que dans le meilleur des cas, le spectateur se dise: «Non mais attends, on va le relever le petit». Mais qu'en voulant le relever, avec le film, il y a une réflexion sur ça, sur cette course qu'on a tous, sur le besoin d'être quelqu'un qu'on n'est pas, ou d'accéder à quelque chose, à une demande toujours perpétuelle de demander quelque chose. Et tout à coup, je pense qu'il fait ce mouvement un petit peu plus, justement sur ces forêts profondes, où il apprend un tout petit peu à calmer ce qu'il prend pour de l'appétit de vie, Jérémy, mais qui finalement est un petit peu de la. J'aime pas du tout ce terme hystérie, mais je préfère compulsion. Ouais. Alors, deux choses à dire, pardon. Une question importante qui vient d'arriver par Baptiste, c'est est-ce que quelqu'un a demandé si le chien va bien? Oui, il va très très bien. Il va bien? Bon, très bien. D'autre part, je crois que j'ai entendu la voix d'Adrien, ou me suis-je trompé, qui voulait intervenir. Parce que j'ai un tout petit souci, c'est que comme on a commencé avec un petit peu de retard et qu'il reste encore 11 questions, le problème, c'est que je dois partir pour la maison de la radio. Parce que mais bien sûr. Une émission tout à l'heure. Est-ce que Adrien peut prendre le relais? Tout à fait. Tout à fait, aucun problème. On ne t'entend plus. On n'entend pas? On t'entend pas, Arnaud. Pardon, quelqu'un m'avait coupé le micro. Je voulais vraiment m'excuser de devoir partir au bureau, si je puis dire, mais le devoir m'appelle, et remercier infiniment Nicolas et tous les jurés qui sont là. Et pardon de vous quitter comme ça, pas en plein milieu, mais au plaisir, Nicolas, et merci beaucoup tout le monde. Je dois partir. Et merci Adrien. Merci Arnaud. Au revoir. Merci Arnaud. Et donc, on va poursuivre avec Nicolas. Effectivement, il reste 11 questions. Peut-être, merci Nicolas pour votre disponibilité. Peut-être vous pouvez. J'imagine aussi. Donc, peut-être des réponses un peu plus courtes et des questions un peu plus courtes pour enchaîner. Et tout de suite avec Marlène. Vous m'entendez bien? Oui. Bonjour et merci beaucoup d'être là et de répondre à toutes nos questions. Et moi, j'ai une question plus précise sur le personnage du chien. Et j'ai trouvé ça adorable de donner un rôle aussi symbolique à un chien. C'est plutôt rare en fait. Et je me souviens, je sais plus dans quelle scène précisément, mais Jérémy dit à un moment ce chien, c'est le nouvel homme de ma vie. Et je voudrais vous. Ouais, ça m'a interrogée, quoi. Est-ce que du coup, c'est une manière de ne plus. Enfin, est-ce que du coup, la jalousie n'aura plus le lieu d'être dans cette relation, du coup, avec le chien? Je sais pas, je trouvais ça, c'est comme une élection un peu enfantine. À ce moment-là, il devient enfant. Enfin, c'est-à-dire que tout à coup, même quand on vous offre un poisson rouge à 7 ans, vous avez l'impression que
vous êtes compris par personne et vous allez avec votre poisson rouge dans votre chambre et c'est votre meilleur ami, cette idée de se dire qu'on n'est que compris par... donc il y a cette chose qui est assez... un peu, j'allais dire... enfin, en tout cas, il y a ce besoin d'affection qu'a Jérémy, mais pas tellement d'affection qu'il doit recevoir, mais j'ai l'impression d'affection qu'il doit donner, ce personnage. Il donne beaucoup d'affection, quand même. Et il a... voilà, oui, c'était une façon, justement, un peu amusée, comme ça, puis tendre d'élire un nouvel objet de soin. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci. Merci. Il nous reste en gros 10 minutes. Cerise, à vous. Oui, bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si on m'entend très bien. Oui, oui, tout à fait. Oui. Bonjour, je suis très contente de vous parler. Merci. Et déjà, je suis très jalouse que vous ayez eu Nathalie Baye comme mère pendant un film. Oui. Pendant un film. Et non, ma question, c'est plus sur le découpage du film et en termes de plans. J'ai remarqué que pendant les premières minutes du film, il y avait énormément de plans poitrine et de plans rapprochés. Surtout dans la scène, du coup, au Jaloux Anonyme, qui est assez spécial. On ne voit pas forcément l'environnement, ça tourne énormément et je trouve ça super intéressant. Mais voilà. Et puis dans Limousin, on va vraiment partir vers des espaces. On voit les pièces entièrement, la cuisine, votre chambre. Et on revient comme ça dans la dernière partie à Paris. On voit aussi énormément votre appartement, le lit. Mais qui revient dès que vous voyez Albert, où là, il y a directement des plans rapprochés qui reviennent. Donc, c'était un choix de votre part ou voilà. Vous savez, tout est forcément un choix, puisque de toute façon, il y a le temps des... Non, mais c'est une très bonne question et remarque, mais on ne pourrait pas faire que c'est hasardeux dans la mesure où le cinéma implique déjà, comme je disais, des préparations, des lentilles, des objectifs, des mouvements de caméra, donc qui sont pas... Il peut y avoir des fois des choses où le matin même on dit « Attends, mais ce serait pas plus génial de suivre le personnage et puis de faire un... » voilà. Même le steadicam, il y a des plans en steadicam que vous n'avez pas mentionné, mais le stead, c'est... tout à coup, c'est faire venir un steadicammer, donc on ne peut pas l'appeler le matin même en disant « Ah, je veux du stade ». Donc tout ça, ce sont évidemment des prévisions, des décisions. Et puis, je crois, c'est toute cette grâce qu'il faut avoir entre la prévision et la vision au cinéma. C'est-à-dire que des fois, on peut avoir prévu, ouais, très content de ses petites idées, et puis après, le réel est plus fort que nous. Et moi, je trouve que ça, je dis souvent, c'est un état asiatique par rapport aux choses. Je trouve que c'est toujours très intéressant d'avoir convoqué tout ce qu'on avait décidé de faire, parce qu'en fait, pourquoi on convoque ça? C'est parce qu'aussi, à la base, peut-être il y a une peur du vide absolu, de ne plus savoir quoi faire une fois qu'on aurait le nez devant. Donc, on fait comme une architecture prévisionnelle. Mais après, je crois qu'il faut aussi trouver en soi ce qui se passe de discours, c'est-à-dire comment vraiment aller vers ce qu'on filme. La mise en scène, pour moi, c'est ces allers-retours-là. Donc oui, par exemple, pour donner un exemple, sinon ce serait trop long, mais par exemple, la scène des Jaloux Anonymes, elle était chorégraphiée de telle sorte à ce que ça donne cet effet... déjà, je voulais qu'on se dise, mais dans quel film on est déjà? Ça m'intéressait beaucoup de se dire, de ne pas avoir un vocabulaire comédie, ni un vocabulaire drame, d'avoir le vocabulaire d'un film de Nicolas Maury, qui normalement n'est pas un film de je ne sais pas qui. Donc déjà, je voulais une signature. Mais au-delà de ça, je voulais aussi se dire, attends, il est dans un truc où tout le monde se connaît, comme si on filmait une salle de cinéma finalement, et qu'en fait, j'aimais bien isoler par vignette tout le monde, parce que ça renforçait déjà, chacun était dans son couloir, comme on dit, chacun est dans son histoire, et quand on arrive en toute fin, la caméra tourne et c'est Jérémy, et ben c'est lui qu'on décide de suivre. Donc c'était une façon comme ça de ne pas faire de plan d'ensemble aussi, comme vous l'avez remarqué. Il n'y a pas de plan large, il n'y a pas de plan... Donc voilà, oui, tout ça, ce sont des choix, des géométries. Et puis surtout qu'après, moi, j'ai beaucoup filmé en termes de temps. Après, on se retrouve en montage, et c'est en montage aussi qu'on écrit les rapports de plan, beaucoup, vous voyez.
Donc tout ça, effectivement, c'est des volontés. Ouais. Merci. Justine, peut-être 2 dernières questions. Nicolas, si il vous reste 3 minutes. Oui. Oui, Justine. Bonjour. Activé, voilà. Bonjour. Donc moi déjà, je voulais saluer vraiment le côté de la fantaisie intellectuelle que vous avez réussi à apporter au personnage. Et quand vous avez parlé d'Audrey Hepburn, du coup tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé pour le personnage de Jérémy, parce que je trouve qu'on retrouve vraiment cette fantaisie intellectuelle dans ce personnage. Et après, moi, je voulais vous parler précisément des répliques, parce qu'il y a notamment une scène qui est celle de la rupture par Skype entre les deux personnages, où on retrouve vraiment les répliques d'une pièce de théâtre qui s'appelle Clôture de l'amour de Pascal Rambert. Je ne sais pas si vous connaissez. Bien sûr, mais les répliques de ça? Oui, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait une similitude en réplique et que du coup, c'est finalement ça, pour moi en tout cas, dans ma sensation, qui me donnait l'aspect théâtral. C'était vraiment les répliques. Et du coup, voilà, je voulais savoir si, lorsque, durant l'écriture des répliques, vous êtes inspiré de certaines pièces de théâtre, et est-ce qu'il y a vraiment eu cette volonté du coup de fantaisie intellectuelle à travers les répliques? Merci. Ben, merci de votre question. Non, pas du tout. Peut-être ce qui vous fait penser à ça par rapport à Rambert, c'est que Clôture de l'amour, bon, comme son nom l'indique, parle d'une séparation. Après, c'est quand même Clôture de l'amour, c'est 2 monologues. C'est-à-dire, c'est d'abord quelqu'un qui parle et l'autre qui répond. Et ça fusionne comme ça, 45 minutes bloc, 45 minutes bloc. Là, il se trouve que Jérémy est plutôt comme ça, il essaye de répondre, il répond pas. Bon, après, je crois que je vois ce que vous voulez dire, mais est-ce que ce sont des répliques de théâtre? Moi, non, c'est des répliques que j'ai écrites, des sentiments que j'avais même vécu, ou dans des histoires autour de moi, de quelqu'un qui décide, voilà, de quitter le couple. Donc non, après, non, le théâtre vraiment qui se situe dans le film, c'est vraiment l'éveil du printemps, quoi. C'est vraiment là où Jérémy est sur scène et qui fait ses monologues de Maurice, ou quand il répète dans la chambre avec sa mère. Ça, ce sont vraiment qui fait une italienne, comme on dit, c'est-à-dire qu'on se dit les répliques de théâtre. Donc voilà, ça c'est le seul part théâtral, je dirais, à mon film. D'accord, merci. 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 Et peut-être la dernière question, alors désolé pour les 9 derniers. Nicolas Bernard, allez-y. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour, merci beaucoup Nicolas Maury, et je voulais juste dire avant de poser ma question, et j'en doute absolument pas, que ce film pourra, à la réouverture des cinémas, avoir une splendeur dans la salle, et j'irai le revoir, j'irai retrouver Chiffon, et à mon avis, il va pouvoir toucher beaucoup de monde, et je l'espère. Moi, c'est une question assez simple. Il y a une réplique dans le film qui m'a fait couler une larme. Alors, je l'ai notée, et elle est extrêmement simple, c'est au moment où Garçon Chiffon a son chien, il dit juste « Et là, je suis heureux ». Et cette réplique-là, je la trouve absolument sublime. Et je voulais savoir s'il y avait quelque chose de particulier derrière cette réplique, parce que pour moi, tout le film, j'ai pensé beaucoup dans une mesure un peu autre, à Sonate d'automne de Bergman. Mais pour moi, tout le film, c'est par rapport à la relation torturée qu'il a aussi avec sa mère, tout ça. Et pour moi, tout le film est une forme d'impossibilité à trouver ce bonheur, et c'est très très beau. Et quand il laisse presque échapper cette réplique, moi, ça m'a fait comme une libération, et j'ai trouvé ça magnifique. Donc je sais pas si cette réplique avait une importance particulière, je la trouve juste en fait. Donc voilà, c'était ma question. Juste. En fait, juste au carré. En fait, merci beaucoup déjà. Sonate d'automne, ouais, c'est un film très important pour moi, et vraiment très très important. Donc ça me touche. Et alors lui, c'est comme s'il a pris sur le plan du drame humain essentiel. C'est un drame fondamental, le rapport avec la mère et tout. Enfin, mais c'est très très inspirant ce film pour moi. Et oui, il y a 2 choses en fait dans cette réplique, et ça c'est un peu, je crois, je suis heureux que vous l'ayez ressenti, c'est un peu ma signature, c'est-à-dire qu'en fait, ma signature d'acteur, et puis peut-être, je n'ose pas dire, mais enfin, de cinéaste, c'est que
c'était très important pour moi qu'il va là y jouer et qu'en fait, ils se rendent compte et ils disent ah là maintenant je suis heureux, mais pas du tout en disant là maintenant je suis heureux, mais qu'en fait tout à coup c'est comme si être heureux, il était en train de le goûter, mais ce que je trouve drôle et burlesque, c'est qu'il a une tête comme s'il était un enterrement. Et j'aime beaucoup parce que pour moi, c'est quelque chose pour moi c'est ça les êtres humains. C'est on est heureux parfois en souvenir, enfin je sais pas comment dire, parfois la sensation du bonheur chez quelqu'un qui est comme Jérémy en tout cas, qui est un peu qui est très, très chiffon, quoi, qui est très déchiré de partout, et ben, la sensation de bonheur là qui arrive lui donne une sensation extrême de gravité. Et si j'allais un peu plus loin, si j'étais un peu plus bergmanien, c'est sûr que c'est quand même un ton de comédie, mais lui donnerait presque une sensation de mortalité. Et pour moi, c'est très beau que vous. Moi aussi, ça m'émeut, mais heureusement, au moins on est deux. C'est-à-dire qu'en fait, que vous ayez une petite larme sur cette trouvaille, en tout cas, je pense qu'elle vient du fait, mais peut-être je me trompe dans mais elle vient du fait de la réplique en elle-même, mais je crois qu'elle vient aussi du fait de là où elle arrive et surtout de la façon absolument crue, nette, sincère et presque tragique que le personnage a de la sortir. Non, exactement, je suis totalement d'accord. Super. Merci. Eh ben, merci Nicolas, malheureusement on va devoir se quitter. Merci. Je rappelle effectivement que Garçon Chiffon ressort donc sur grand écran le 19 mai. Voilà, n'hésitez pas à aller retourner le voir en salle et à en parler surtout autour de vous. Ouais. Merci Nicolas pour votre précieux temps. Merci Arnaud qui est déjà parti. Et merci à tous les étudiantes et tous les étudiants. Et encore une fois, désolé pour les 9 questions restantes. Désolé. Ou peut-être vous envoyer par Instagram si vous voulez, je vous répondrai. Voilà, ou sinon faites-les-moi passer, je les ferai passer à Nicolas Maury, on en reparle voilà, sur le groupe privé ou envoyez-moi un mail et on lui fera passer. La prochaine rencontre, elle a lieu ce jeudi à 17h avec Dieudo à midi pour En route pour le milliard et elle sera animée par Antoine Guillot. Merci pour tout Nicolas, à très bientôt. Merci à tous. Au revoir.